Euh, Bonjour à toutes et tous. Je suis Simon Cala, docteur en sociologie, actuellement en postdoctorat à l'UMR agroécologie de l'INRAE de Dijon. Et j'ai fait ma thèse de doctorat dont je vais vous parler je vais vous raconter un petit morceau au sein du laboratoire de sociologie et d'anthropologie de l'Université de Franche-Comté. Voilà, j'ai choisi, pour coller aussi à la thématique du colloque, d'appeler cette présentation des poissons morts et des rivières socialement vivantes. C'est ce que je vais essayer de montrer dans le cadre de cette présentation. Alors, pour commencer, on pourrait dire que le problème de la pollution de la Loue a connu une publicité particulièrement forte à partir de 2009, lorsque des pêcheurs et des riverains ont constaté des épisodes de mortalité piscicole massive à l'aval d'Ornans. On pouvait entendre notamment des réactions du type on voit plein de poissons crevés dériver sous nos yeux, il doit y avoir quelque chose, sans doute une pollution. Cette situation était aussi reprise par des collectifs de défenseurs des rivières qui déclaraient vouloir se battre contre la pollution des rivières, ou encore par la presse locale qui titrait La pollution a encore frappé. Alors du coup, moi, le terme de pollution, il m'interrogeait parce que en tant que sociologue, parce qu'on s'intéresse et on aime bien se pencher sur les obsessions locales. Donc, en sociologie, les travaux qui traitent de la pollution ne manquent pas. Globalement, ils se sont intéressés au caractère socialement différencié des atteintes à l'environnement, enfin des perceptions des atteintes à l'environnement, et puis aux procédures de reconnaissance et d'encadrement des nuisances. Toutefois, à bien y regarder, la pollution, elle reste quand même le plus souvent appréhendée comme une étiquette, et une étiquette qui n'est le plus souvent pas interrogée. Et j'avais à l'esprit, au début de ce travail, le principe sociologique qui finalement consiste à se méfier des objets stabilisés et à examiner les mécanismes qui conduisent à leur constitution. C'est pourquoi moi je me suis demandé finalement comment une situation, l'observation de poissons morts dans une rivière, devient un problème public de pollution. Donc ça, c'était un petit peu la question centrale de mon travail. Et j'en avais fait finalement le challenge, c'était presque de ne pas parler de pollution, essayer d'éviter ce problème et de regarder ce qu'il y avait derrière, et de partir, le choix que j'ai fait, c'était de partir donc des poissons morts et de suivre les poissons morts. Du point de vue de la méthodologie, j'ai utilisé des techniques d'enquête classiques en sciences sociales, la constitution d'un corpus documentaire, notamment plus d'une centaine d'articles parus dans la presse quotidienne régionale, des observations de scènes plus ou moins informelles, des débats, des réunions, des sorties de pêche, des sorties avec des agents de l'ONEMA, etc. Et puis des entretiens avec un peu plus d'une vingtaine de personnes qui étaient directement concernées et impliquées dans on va dire la controverse autour de la pollution des rivières. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, ce que j'ai pu observer, et ce qu'on m'a raconté, surtout sur quelques mois qui vont se dérouler entre l'observation en 2009 de premiers épisodes de mortalité massifs, et puis on va aller jusque 2010-2011. Alors, d'ordinaire, la Loue, mais aussi les rivières d'une manière générale, sont finalement le support d'activités qui sont plus ou moins intégrées à des habitudes, à des routines, comme par exemple le fait d'aller à la pêche, le fait d'aller se balader le long d'un cours d'eau. Elles sont le support, un décor qui supporte nos activités. Toutefois, la rencontre avec des poissons morts n'est pas quelque chose d'ordinaire, surtout quand ils sont nombreux. C'est quelque chose qui va venir rompre le cours d'action dans lequel les individus sont engagés. Donc il produit une perturbation du cours d'action et va induire un questionnement sur les causes du phénomène. Ici, d'emblée,
les observateurs de ces poissons morts vont penser à un déversement dans le cours d'eau. Finalement, hein, ça a été évoqué tout à l'heure, les déversements dans la rivière font partie de l'histoire de la Loue, si on pense à l'incendie de l'usine Pernod. Et puis, voilà, récemment, 2022, condamnation de la fromagerie Monin. C'est quelque chose on va dire de normal ou qui arrive, voilà. Et puis, cependant, finalement, les acteurs qui sont au bord de l'eau n'ont pas de certitude concernant finalement ce déversement. En revanche, ce qu'ils observent, c'est une rivière qui ne se comporte pas comme d'habitude, selon eux, et donc ils ont la certitude de l'existence d'un problème. Alors ils vont appeler notamment des agents de la Fédération de pêche ou de ce qui était alors l'ONEMA, en leur disant « il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, venez voir ce qui se passe ». Et donc, 2009, des agents se déplacent au bord du cours d'eau, et puis, une chose moi, qui m'a étonné dans les entretiens que j'ai faits, finalement, le phénomène est considéré, qualifié comme étant un phénomène normal au départ. Pourquoi normal ? Parce que les personnes rencontrées expliquent, finalement, les poissons, c'est quelque chose de normal de mourir, encore plus particulièrement lorsqu'ils sortent d'une période de reproduction qui est gourmande en énergie, surtout pour les ombres et les truites à l'époque. Et puis, l'hiver 2009 avait été rigoureux, on avait beaucoup salé les routes, donc la qualité de l'eau était moindre. Et puis, par contre, les épisodes de mortalité se poursuivent. Et puis, 2010, donc de nouveaux épisodes de mortalité, et ici, cette fois, un phénomène qui est considéré comme anormal. Alors, qu'est-ce qui fait basculer finalement ce changement ? C'est qu'ici, on a un nombre de cadavres qui est jugé un peu trop élevé, un peu plus élevé que d'habitude. On a un hiver qui était considéré comme plutôt doux. Et puis, surtout, on a l'observation non plus seulement de truites et d'ombres, des espèces considérées comme sensibles à la pollution, mais de chabots et de loches, qui, elles, sont considérées comme peu sensibles. Donc, du coup, voilà, ça alerte, et c'est ça qui fait, dans un premier temps, basculer cette situation dans un caractère problématique. Donc globalement, tout commence au bord de l'eau, l'apparition de poissons produit une perturbation de l'esthétique de la rivière et du cours d'action des riverains, et puis ceci conduit à une alerte et à un renvoi vers d'autres acteurs, des figures telles que la Fédé de pêche ou l'ONEMA, des figures jugées comme compétentes pour pouvoir y apporter des réponses. Alors le phénomène a des conséquences qui dépassent le lit de la rivière. On a la réputation de la Loue qui est ternie, notamment sur les forums consacrés à la pêche, qui est ternie aussi dans la presse locale. Les conséquences sont aussi des ventes de cartes de pêche qui diminuent, certains guides qui suspendent leur activité, des hôtels qui reçoivent des demandes d'annulation. Donc voilà, ça sort finalement, les effets dépassent le seul lit de la rivière. Donc il faut savoir ce qui se passe, d'autant plus si le phénomène est considéré comme anormal. Et donc là, finalement, les agents de la Fédé de pêche et puis de l'ONEMA vont chercher à objectiver la situation et donc recourir finalement à l'aide de scientifiques. Alors là, l'aide de scientifiques, comment est-ce que ça se passe ? Des poissons sont pêchés et ils sont envoyés dans un laboratoire d'analyse qui va être chargé de les autopsier et de réaliser un bilan sanitaire. Alors moi, ce qui m'intéresse ici en tant que sociologue, c'est ce déplacement finalement. La situation de la Loue est transportée à 60 km de là, et des poissons qui étaient pêchés dans la Loue deviennent des échantillons qui vont censés représenter ceux qui sont encore dans la rivière. Donc on a un déplacement, et puis on a surtout le recours à des instruments d'optique qui vont produire de nouvelles conditions de visibilité de la situation. Maintenant, on va aller non plus dans ce qui est observable à l'œil nu depuis les berges de la rivière ou depuis le milieu du lit de la rivière, mais on va aller regarder de plus près dans l'infiniment petit. Alors le diagnostic qui est fait par les vétérinaires, c'est un mauvais état sanitaire des poissons, donc en 2010, et puis l'hypothèse de l'action et de la présence de cyanobactéries dans le cours d'eau. Alors là, le problème, c'est que les premiers scientifiques mobilisés,
5 minutes. Ok. Les premiers scientifiques mobilisés, ils n'ont pas les compétences pour répondre à cette hypothèse concernant l'action des cyanobactéries. Du coup, eh ben, la situation, le processus se répète, mais cette fois-ci, finalement, ce sont des échantillons d'eau qui vont être prélevés dans la rivière et envoyés, cette fois-ci, à 500 km de la Loue, du lit de la Loue, de là où les poissons mouraient. Et on va voir, en fait, ici, un phénomène de traduction, c'est-à-dire que les échantillons d'eau vont être traduits en rapports papier, hein, qui vont présenter des taux, des concentrations jugées importantes de cyanobactéries. Alors, or, ces cyanobactéries, elles posent problème parce qu'elles sont considérées comme toxiques, opportunistes et capables de concurrencer les autres espèces. Alors, du coup, d'un problème de poisson mort, on passe à un problème de présence de cyanobactéries. Et cette transformation du problème, elle fait advenir de nouveaux acteurs. Encore, vous voyez, on a une situation qui se peuple à chaque fois avec de nouveaux acteurs. En fait, le cadrage de la situation par la question de la présence des cyanobactéries, finalement, fait advenir un nouveau risque, un nouveau problème qui est celui du risque sanitaire. En fait, voilà, donc on a des épisodes de mortalité piscicole, des cyanobactéries jugées toxiques et une rivière qui est le support d'activités nautiques et qui sert aussi à l'alimentation en eau potable, alors notamment de Besançon, mais du plateau autour. Et l'émergence de ce potentiel risque sanitaire conduit donc à l'apparition ou à l'entrée en scène d'acteurs tels que par exemple la préfecture du Doubs qui elle est chargée de la sécurité intérieure. Or ces acteurs ici, finalement leur monde c'est pas celui du monde des scientifiques, c'est pas le monde des pêcheurs. Eux leur monde il est peuplé d'instruments qui sont des codes, des règlements, des lois, des arrêtés préfectoraux. Du coup, en réponse à la situation, la préfecture va publier des arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés, ils se basent sur la situation observée de la Loue, qui est elle-même comparée à des situations similaires observées ailleurs sur le territoire, et puis à ce qui est dit dans des textes réglementaires. La préfecture va publier des arrêtés préfectoraux qui vont avoir, eux, des conséquences pratiques. Une publicité du risque. Finalement, les arrêtés préfectoraux vont être placardés dans les mairies et rendre public le risque sanitaire. On va avoir un zonage et la production de discontinuité dans le cours d'eau et une modification des pratiques d'utilisation de la rivière. Dernière diapositive avant de conclure. Si finalement la gestion de cette situation semble d'abord se faire au niveau local, il faut aussi rappeler, pour bien comprendre je dirais la complexité de la situation, que la gestion des cours d'eau est aussi finalement enchâssée dans le cadre d'une politique européenne à travers la directive cadre sur l'eau. Alors ici, c'est un instrument juridique qui concerne l'ensemble des États membres du territoire européen et qui leur impose d'agir en faveur de l'atteinte d'un bon état des cours d'eau. Or, lorsque la situation de la Loue, à travers les indicateurs que sont l'indicateur écologique et l'indicateur chimique, lorsque la situation de la Loue est observée, il ressort qu'au regard de cette directive cadre sur l'eau, la Loue est considérée comme étant une rivière en bon état. Donc on a donc des poissons qui meurent et en même temps une rivière qui est considérée en bon état. C'est ce qui a été appelé le paradoxe de la Loue. Alors pour conclure, l'analyse de cette situation, de ces quelques mois de l'histoire de la Loue, montre qu'autour des phénomènes de pollution, on a finalement différents mondes sociaux. Des riverains, des scientifiques, des gouvernants. J'ai mis 3 petits points parce qu'il y a les agriculteurs, il y a une quantité d'autres acteurs, les touristes, etc. On a aussi différentes modalités de connaissance, avec par exemple le déchiffrement des signes, la capacité qu'on peut avoir à observer les transformations de son environnement. On va avoir la mesure des choses, qui est le régime de connaissance des scientifiques, et puis aussi la comparaison entre des situations et des lois et des réglementations, qui est le régime de connaissance de ce que j'ai appelé les gouvernants, mais le terme n'est peut-être pas très correct. Et donc voilà, la pollution, il ressort que c'est un processus de définition des choses, d'un état, qui fait apparaître la coexistence d'une diversité d'acteurs et de différentes façons de cadrer la situation. Et puis,
finalement, ce travail permet aussi de questionner la naturalité des rivières et de montrer que finalement, c'est un hybride de nature et de culture, un hybride au caractère relationnel qui implique des acteurs humains et non humains, et l'association aussi de focales qui vont être autant microscopiques que macroscopiques. Je vous remercie. Je crois que j'ai un petit peu dépassé. Comme on n'a qu'un seul micro, si vous avez des questions sur cet exposé. Oui, merci pour cet exposé dont l'objet est fort intéressant, surtout pour une approche sciences sociales. Moi, j'avais eu une question, puis aussi une réflexion à témoignage, c'est-à-dire que c'était assez intéressant. Vous avez introduit une échelle spatiale pour montrer comment le problème était déplacé. Voilà, ça c'est intéressant. Moi je trouve que dans le cas de la Loue, ça serait très intéressant d'introduire une échelle temporelle. Je m'explique parce que des phénomènes de mortalité massive de poissons sur la Loue, on en a connu les années antérieures, notamment au milieu des années 70. Il y a même un très bon documentaire de l'INA qui explique la situation des rivières comtoises au milieu des années 70 et dans lequel les acteurs se félicitent, par exemple, de l'inauguration de la station d'épuration de Besançon qui va traiter 45% des effluents. Donc il y a vraiment des choses. Et la Loue a tout de suite été un sujet aussi social parce qu'ils ont fait rapidement un premier contrat de rivière, un deuxième contrat de rivière où ils ont même mobilisé Monsieur Fischer, qui est quand même un écologue reconnu, où on a des beaux schémas qu'il a lui-même fait sur la Loue pour expliquer ce qu'il fallait faire sur cette rivière. Puis après, ça a été l'un des premiers sages du bassin. Donc je trouve que ça aurait été aussi intéressant de remettre en perspective cet épisode de 2010-2012 dans une perspective historique pour aussi comprendre la relation qui s'inscrit, je dirais presque dans l'ADN des habitants entre la perception de la rivière, du problème, et la mobilisation autour de la Loue, puisque finalement, cette mobilisation, elle n'est pas récente. Voilà. Et je trouve que ça serait assez intéressant pour nous aider à comprendre les relations complexes qui s'établissent. Voilà. Et en même temps qu'on avait des sujets sur la Loue, on avait la même chose sur le Doubs frontalier. Voilà. Donc moi, je trouve que ça aurait été intéressant d'introduire cette dimension temporelle. Voilà. Alors, pour ce qui est effectivement des épisodes de mortalité qui ont pu avoir lieu dans les années 70, c'est quelque chose dont j'avais connaissance, on va dire, à travers ma documentation préalable à ce travail de recherche, mais effectivement que je n'ai pas intégré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai voulu vraiment partir de... là, il se passe quelque chose et je suis les acteurs de ce moment-là et de cette période-là. Mais c'est vrai que les épisodes passés de mortalité piscicole ont pu m'être évoqués par les personnes que j'ai rencontrées. Et de la même manière, viennent nourrir leur action présente. Par exemple, certains militants que j'ai rencontrés m'ont fait part de la façon dont ces épisodes des années 70 les avaient touchés, avaient participé à au développement de leur conscience militante. Concernant le temps long après ces premiers épisodes, je les ai abordés du coup dans mon livre qui est issu de la thèse, puisque j'ai suivi alors bon, la thèse, il faut bien s'arrêter au bout d'un moment. L'histoire que j'ai reconstituée, elle va de 2009 à 2015 à peu près. Voilà, donc j'ai suivi après aussi les conférences, j'ai analysé ce qui se passait à travers les conférences, etc. C'était pour moi important
d'avoir cette dimension effectivement diachronique. Oui, Patrice Saint-Éguin. À propos des références géographiques de plus en plus larges, on pourrait souffler aux habitants de voir avec les Québécois. Parce que il y a les mêmes problèmes partout avec les cyanobactéries. On connaissait l'importance des lacs au Québec. Et maintenant, il existe des réseaux d'observateurs qui font de la vigilance sur le développement des cyanobactéries. Et donc, qui sont devenus des acteurs de la politique sanitaire. Et si on faisait un jumelage entre la... Bon, c'est pour rigoler, mais on pourrait... Parce que, en fait, je pense que les institutions qui sont chargées des domaines sanitaires sont assez discrètes sur les très graves risques qu'il y a autour de tout ça, pour ne pas affoler les populations, et sur les difficultés qu'il y a à traiter les eaux pour qu'elles soient réellement potables, et qu'on ne fasse pas boire aux gens des toxines issues des... Bon. Donc il y a aussi un jeu d'acteurs dans le domaine sanitaire qui n'est pas si clair que ça. Et puis c'est un problème qui est à une échelle beaucoup plus large, donc ce n'est pas un problème... Il est bien sûr, il s'exprime localement là, mais il est partagé dans plein d'endroits, y compris en Amérique du Nord. C'est juste une observation. Alors, les cyanobactéries, moi je suis totalement incompétent en la matière. J'ai découvert ça en faisant ce travail. J'ai à peu près, je crois avoir à peu près compris qui elles étaient. Et moi, là où elles m'ont intéressé en tant que sociologue, c'était notamment la façon dont elles sont apparues finalement dans ce problème. Elles sont venues le peupler quelque part, le complexifier, et finalement comment leur apparition, leur intégration à la situation a eu des répercussions après sur les acteurs qui étaient impliqués, en fait, et sur la façon dont on a cadré les manières de problématiser la situation et la façon dont on a aussi choisi tels experts pour répondre aux problèmes des poissons morts plutôt que tel ou tel autre, quoi. Et concernant la dimension territoriale, oui, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment ces déplacements, et que c'est alors déplacements à la fois géographiques, mais aussi en termes de zoom ou de dézoom, parce que c'est par ces multiples déplacements que finalement on comprend mieux la situation, que la situation se révèle, mais qu'en fait elle se complexifie, et que du coup, en même temps, que la question de comment on la résout devient aussi un peu plus difficile, quoi. On n'a pas été très curieux sur la relation qu'il y a entre les cyanobactéries et la mortalité des poissons. Et est-ce que ça n'a pas interrogé les gens de savoir quels sont les mécanismes? Est-ce que c'est un poison? Est-ce que c'est parce que ça modifie la qualité de l'eau, parce qu'il y a un problème d'oxygène, au moment où il y a une forte mortalité des cyanobactéries? C'est bizarre, c'est pas magique, les cyanobactéries, elles ont un effet sur la qualité de l'eau, sur l'écologie des poissons. Alors, c'est pas simplement parce qu'elles sont là, quoi. Je pense que ça a pu faire peur, notamment la façon dont elles étaient décrites dans la presse locale. Mais je pense qu'on est aussi peut-être passé à côté d'elles, parce que à ce moment-là aussi, la mobilisation des défenseurs des rivières était très très forte et très très orientée sur les problématiques agricoles. Et ce qui fait qu'en fait, le problème à résoudre pour on va dire les représentants de l'État et les gouvernants n'était plus finalement un problème de cyanobactéries, mais un problème de émergence d'un conflit entre défenseurs des rivières et agriculteurs. Sauf que les cyanobactéries, elles profitent largement de l'eutrophisation des eaux, oui, et de l'apport des nitrates et des phosphates. Donc c'est pas sans lien. Ah ben non, évidemment c'est pas sans lien. Ouais. On a le temps pour une dernière question, et il y aura du temps pour la discussion après. Ça va un petit peu faire la transition avec ce qui vient d'être dit à la fin. Il y avait donc une multiplicité d'acteurs avec une forme de délocalisation. J'ai quand même l'impression, vous pouvez me contredire, que les acteurs étaient quand même essentiellement des acteurs locaux.
avec donc chacun à chaque fois sous affect direct ou sous la pression d'affect direct. Donc je voulais voir avec vous si vous avez pu appréhender la question de l'objectivité du diagnostic, on va dire, par rapport à cette problématique. Et l'autre partie de ma question, c'était quelle est la relation qui a opéré entre ces différents acteurs et ces différentes perceptions, certitudes qu'ils peuvent avoir, et peut-être des fois des conclusions différentes. Alors, sur la première question, la première partie de la question, effectivement, essentiellement des acteurs locaux, sauf que pas que, et qu'il y a eu effectivement il y a eu deux expertises en fait qui ont été menées, une expertise dite nationale et une expertise dite locale, ce qui a donné lieu aussi à des comment dire, à des tensions entre des chercheurs sollicités, mandatés pour réaliser, des chercheurs appartenant à de grandes institutions hors de la région, qui sont mandatés pour finalement pour venir et on va les mandater justement pour leur caractère extérieur à la situation. Et puis de l'autre côté, des chercheurs qui connaissent très très bien la rivière, qui ont un historique très fort de recherche et des données concernant la rivière, qui ont été aussi mandatés, mais du coup, cette fois-ci, pas par la préfecture, mais par la région. Moi, ici, j'ai analysé les tensions entre chercheurs, entre groupes de chercheurs, avec, alors c'est la petite... j'aime bien le redire, mon directeur de thèse me disait, imagine ça comme un polar américain. On a le détective local qui connaît très bien la population et qui doit enquêter sur un meurtre, et puis, les représentants de l'État qui disent on va envoyer le FBI. Et voilà, et c'est un petit peu... malgré le parallèle, je pense qu'il reste intéressant en termes d'analyse. Il s'est passé des choses de cet ordre-là. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est les conclusions du groupe d'experts dénommé comme local. Et le groupe d'experts dit national, finalement, il y a eu un rapport des conclusions, mais finalement, j'ai l'impression qu'on s'est arrêté à ces multifactoriels, ce qui arrangeait bien tout le monde et certains représentants de l'État, me semble-t-il, quoi. Et l'autre partie de la réponse, de la question, excusez-moi. C'était plus par rapport à ces conclusions. J'imagine que c'est difficile de satisfaire les perceptions de tous ces différents acteurs. Et du coup, comment est-ce qu'ils perçoivent le diagnostic, les réponses? Alors, c'est compliqué parce que du coup, finalement, tout le monde va percevoir les réponses apportées à travers son propre prisme. Certains vont être non satisfaits, juger que les solutions ne vont pas loin, et puis d'autres vont estimer que le pas est déjà... il y a déjà un pas qui est amorcé, c'est déjà pas mal. Moi, ce que je retiendrai de cette histoire, et ce que je retiens finalement à la fin de mon enquête, c'est que le problème, c'est qu'on a une multiplicité d'acteurs qui ont en fait mené des enquêtes chacun de leur côté. En fait, on a eu une multiplicité d'enquêtes individuelles, singulières, et ces enquêtes singulières ne permettaient pas de répondre à la complexité de la situation. Il aurait fallu nécessiter la constitution de ce que moi j'appelle à la suite d'autres un espace commun d'intelligibilité, où en fait l'ensemble des acteurs soient embarqués dans une enquête commune à travers laquelle ils définissent des indicateurs communs, des méthodologies partagées pour pouvoir à un moment donné poser un diagnostic. Et en fait, les uns et les autres ont mené leurs enquêtes et ont livré des conclusions finalement qui n'étaient que partielles puisqu'elles ne prenaient en compte que leur propre prisme, quoi. Donc l'invitation, c'est faites des enquêtes collectives. Voilà. Alors une dernière courte question et courte réponse. Oui, pardon. Oui, c'est plutôt une courte remarque.
il me semble que comment dire, les mortalités piscicoles de ce moment-là ne sont qu'un des multiples phénomènes qui interviennent sur la Loue et sur les multiples autres dégradations de la Loue et donc qui découlent des multiples usages de son bassin versant, et qu'il faudrait faire remonter ça à une période antérieure, parce que les réactions des gens locaux sont aussi le fruit d'une culture, d'une connaissance biologique, d'une connaissance locale, d'une mémoire de pêcheurs, et que les déplétions de populations piscicoles ou d'invertébrés, etc., étaient déjà présupposées à ce moment-là. Et en guise de réponse à toutes ces problématiques, il y a eu un rapport, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus ou si d'autres gens le connaissent, je ne sais pas quelle notoriété a ce rapport, mais moi, je le trouve excellent. C'est le rapport Vindimian, qui a été fait par un expert qui a justement un volet vraiment socio-économique, mais aussi en termes de solutions, où je ne me rappelle plus exactement son contenu, mais où il dit, en gros, il faut que les gens locaux s'organisent pour suivre, et qui s'organisent économiquement pour l'agriculture au niveau du comté, puisque c'est la problématique qui est là-bas. Et voilà, je pense que se focaliser uniquement sur les mortalités piscicoles et sur les réactions des gens, juste sur les mortalités piscicoles, c'est un angle qui Enfin, c'est juste un épiphénomène d'un processus général. Alors, moi, je me suis arrêté au rapport Vindimian. Justement, dans le cadre, j'ai arrêté de suivre cette situation, parce qu'à un moment donné, il fallait bien arrêter. Moi, voilà, l'entrée, c'est les mortalités piscicoles, puisque c'est ça qui va amener à si vous voulez, à une publicité du problème et à des mobilisations collectives. Mais ça ne veut pas dire que les acteurs locaux, les pêcheurs à la mouche les premiers, n'observaient pas effectivement la dégradation de leurs rivières, enfin des rivières qu'ils pratiquaient depuis effectivement longtemps. Moi, j'ai quantité de discours de gens qui me parlent de la diminution des insectes, des éphémères, etc. Et qu'ils savaient que ça allait se passer. Moi, là, comment je l'interprète ? Je l'interprète justement à travers l'enquête ordinaire, ce que j'ai présenté comme l'enquête ordinaire, à savoir le sensible, en fait, et finalement le fait que la connaissance du milieu aquatique, elle est finalement, et la connaissance non pas que du milieu aquatique, des interactions des multiples espèces qui les peuplent, finalement, et l'observation sur le long terme d'acteurs qui sont peut-être pas des scientifiques, peut-être pas des gouvernants, mais dont la parole, finalement, doit être entendue, parce que c'est les premiers observateurs. Et si cette parole n'est pas scientifique, considérée comme rationnelle, validée par les instances scientifiques, etc., c'est pas pour autant qu'elle est déconnectée du réel et du terrain, quoi.